Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais que l'on partage ensemble sur le thème de la souffrance, des événements difficiles que l'on a pu vivre, des traumas et des blessures en fait qui nous accompagnent pour tout un chacun. On a tous une expérience de vie différente, mais malgré tout, il y a des choses qui nous ont constitués, sur lesquelles on s'est construit. Et je voulais justement parler en fait de toutes ces blessures et ces traumas en fait sur lesquels justement nous avons grandi. Et de vous partager quelque chose peut-être d'important, en tout cas pour certains d'entre vous, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, de réaliser que ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses dures qu'on grandit plus vite. Ce n'est pas forcément parce que nous avons vécu des choses difficiles que nous avons grandi plus vite. En fait, il y a un dicton, vous savez, qui dit toujours « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et bien en fait, ce n'est pas véritablement vrai. Parce que parfois, ce qui ne nous tue pas nous détruit. Et si on n'a pas la constitution, en tout cas intérieure, le courage, je ne sais pas si c'est qu'une question d'éducation, mais en tout cas, nous ne sommes pas tous égaux, émotionnellement, mentalement, vitalement même, pour faire face à certaines situations. Et il se peut qu'au contraire, en fait, ce qui ne nous tue pas physiquement peut nous tuer psychologiquement, par exemple, ou émotionnellement. Ce n'est pas ce que l'on vit qui a une véritable conséquence, c'est la manière dans laquelle nous le réceptionnons, la manière dont nous sommes capables de pouvoir l'intégrer. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui veut dire, et je le dis ça comme ça, et c'est peut-être une phrase en fait qui a un véritable poids, c'est que notre souffrance n'est pas notre force. Si je le dis ça comme ça, la souffrance n'est pas une force. Et quand on se constitue, en tout cas naturellement, et on a vécu comme ça des blessures et une vie avec énormément d'intensité, on peut avoir tendance à vouloir souffrir fort pour comprendre la vie, pour comprendre les choses avec clarté. Un peu comme si on était accro en fait, à une certaine souffrance, accro à une manière d'être et de vivre, ce qui veut dire qu'on peut ancrer en fait, en nous le fait qu'il faut souffrir pour grandir. Alors pour certaines personnes, peut-être que ça marche. Après, c'est toujours des schèmes, des patterns qu'on peut répéter, en fait, qu'on peut mettre en place, et puis qui nous vont, parce que voilà, on est comme ça, on a une constitution comme ça, et puis bon, on peut imaginer en tout cas que ça peut nous convenir, mais pour certaines personnes, en fait, ce sont des patterns qui les engluent en fait, dans des systèmes dans lesquels ils n'en sortent plus, où ils se retrouvent en fait victimes de leurs croyances limitantes, récurrentes, sclérosantes, dans lesquelles ils finissent par devenir véritablement victimes de la vie et ils n'arrivent plus à sortir de décisions presque, j'irais pas à dire catastrophiques, mais qui vont dans un autosabotage permanent de ce qu'ils aspirent en fait véritablement. Donc on pourrait dire à un autre niveau que c'est pas ce que l'on vit qui est important, c'est la manière dans laquelle nous regardons ce que nous vivons. Et surtout, et c'est là où c'est important, c'est pas simplement ce que nous regardons de ce que nous vivons, c'est ce que nous faisons de ce que nous vivons. C'est pas un problème, en tout cas pour moi, de vivre des choses qui sont difficiles. Pour moi, il n'y a pas de bien et de mal. Quelles que soient les décisions qu'on prend, les actions que l'on fait, parfois elles peuvent être décalées, on est humain, elles peuvent être appuyées en tout cas sur des blessures, des traumas ou des choses que nous voudrions expérimenter et qui sont un petit peu décalées, entre guillemets, d'une certaine vision spirituelle qu'on dirait plus alignée ou moins alignée, ou juste ou pas juste. Mais je pense que c'est important de le faire, parce que si on fait ça, c'est que c'était ce qu'il fallait faire en fait pour grandir. On ne peut pas véritablement prendre les leçons de la vie si on n'expérimente pas la vie. On ne peut pas acquérir de l'expérience, en tout cas même relationnelle, si on n'expérimente pas les différentes manières de vivre la relation. Mais ce qui va créer la différence entre chacun de nous, c'est combien de fois nous allons devoir vivre de manière récurrente, voire violente parfois, certaines relations ou certaines choses et nous confronter à la même expérience pour réussir à fleurir et à en faire quelque chose. Elle va surtout se situer là, en fait, la différence entre chacun d'entre nous. Et non simplement dans les expériences. Il y a des gens qui ont vécu énormément d'expériences dans leur vie, qui ont des expériences de vie assez extraordinaires. Et quand on les écoute et on les voit continuer à vivre, en fait, on se demande où est le fruit, en tout cas, des leçons qu'ils ont apprises, en tout cas, dans leur vie. Après, ça, c'est un questionnement qui appartient à chacun. Ce n'est pas une question de jugement, c'est juste d'être objectif, en fait, par rapport à certaines choses. Et puis, il y a des personnes qui vivent certaines choses, en tout cas, dans leur existence, mais très rapidement, il y a une sagesse, il y a une maturité qui leur permet de se rendre compte que ça, c'est pas un chemin. C'est pas un chemin qui nourrit, c'est pas un chemin qui est aligné avec ce qu'ils aspirent, c'est un chemin qui va les amener, entre guillemets, dans un espace dans lequel ils n'ont pas du tout envie d'aller. Et à partir de là, très rapidement, et pour des raisons qui sont inconnues, en tout cas à un certain niveau, ils vont être capables de faire surgir en eux, de faire émerger quelque chose qui pose une action, qui pose un choix et qui ancre un autre chemin
de vie, une autre manière d'émotionner, de vivre ou de relationner. Mais je vous partage ça aujourd'hui pour juste vous dire que parfois, on est dans des choix de vie dans lesquels on est complètement englué en fait dans des systèmes relationnels, amoureux ou autres, où on est en couple et ça va pas du tout, on est machin, et on se complaît en fait à dire non mais c'est parce que c'est karmique, non c'est parce qu'il faut que je le vive, non mais parce qu'il faut que j'aille vraiment jusqu'au bout, etc. Et on tombe dans quelque chose où quand on se regarde vraiment, on se dit mais en fait ça fait quand même 3 fois que c'est comme ça, la dernière situation elle était comme ça. Et en fait, quand on fait l'analogie, on se rend compte que professionnellement c'est pareil, que machin c'est pareil, etc. Et c'est là en fait où il y a une question à se poser, c'est de se dire pourquoi j'ai besoin d'aller vivre à chaque fois une intensité de souffrance, une intensité récurrente de problématiques qui m'amènent rien d'autre que des problèmes en définitive, pour être capable d'acter le fait de changer mon comportement, ma manière d'être, de vivre et de voir la vie. Parce que nous cherchons tous à être heureux. On cherche tous un équilibre, en tout cas dans notre vie, pour se sentir mieux et s'épanouir, en fait, naturellement. Émotionnellement, vitalement, mentalement, en tout cas, vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. On recherche ce bonheur-là. Parfois, on s'ouvre véritablement beaucoup plus spirituellement. Il y a des mois, par exemple, tout mon chemin, en fait, très jeune, a été le fait de vivre des violences très dures en fait, envers moi-même, le fait d'avoir été abandonné. Quand on est abandonné enfant, il y a quelque chose que l'enfant, en tant que tel, dans sa constitution, ne peut pas accepter en tant que tel. Même la compréhension mentale, si on lui explique voilà, pourquoi il a été abandonné, etc., et encore on ne le savait même pas, pour ma part, en ce qui concerne mon expérience, mais même je n'aurais même pas pu comprendre. Donc pour moi, l'information était que je n'étais pas acceptable, on ne pouvait pas m'aimer vu qu'on m'avait rejeté, on m'avait abandonné. Donc il a fallu que moi-même j'apprenne à m'aimer moi et que j'apprenne à découvrir ce que c'était que l'amour et que je puisse être acceptable dans l'amour. Donc ça a été un chemin qui a constitué aussi énormément d'actions que j'ai faites par rapport à ça. Mais chacun d'entre nous, à notre niveau, et parfois pour des petites choses qui pourraient paraître anodines, on peut avoir ce même fonctionnement. C'est-à-dire ne pas réaliser ou conscientiser en tout cas la cause de ce qui nous amène à faire des choses qui sont parfois un petit peu décalées et qui nous amènent à chaque fois dans un mur qui ressemble approximativement au mur que l'on s'est pris le mois dernier ou l'année d'avant. Vous voyez, comme si parfois, et c'est le cas, on reproduit par cycle, en tout cas certaines expériences de vie dans lesquelles on voit que l'on reproduit les mêmes choses. Et la vie nous amène à nous reposer la même question, c'est où est-ce que j'en suis ? Là, de nouveau, ça se reproduit. Alors des fois, on peut avoir l'impression qu'on a un petit peu évolué et que le mur, on ne se le prend pas exactement pareil. Mais cependant, la vie a la malignerie amoureuse et coquine de nous représenter les mêmes choses sous une forme différente de proposition, en tout cas d'action. Parce que c'est toujours une proposition d'action. C'est pas une proposition de contemplation, de se dire « Ah, le mur, il était comme ça. Ah, ce mur-là, je me suis pris dans le nez. Ah, ce mur-là, il m'a cassé les dents. » Non, c'est de se dire « Non, là, c'est un mur. Est-ce que j'ai véritablement envie de me le prendre ?» Et le problème, c'est que parfois, oui, on a envie de se le prendre. Parce qu'on est accro et on s'est identifié en tout cas à ce processus. Et c'est une manière pour nous de vivre notre intensité de vie et de s'attacher subconsciemment et inconsciemment à notre souffrance intérieure, vous voyez ? Parce que nous avons un corps vital inférieur, un corps de souffrance qu'on pourrait dire, un corps qui porte en nous les blessures, les traumas, etc. Et que si nous n'avons pas suffisamment épuré, en tout cas ce corps, il se peut que lui nous demande en tout cas de la nourriture. Il nous demande à émotionner sur des basses vibrations, il nous demande à vivre des choses décalées, pour reproduire, pour aller replonger dans des traumas qui sont vivants en nous et qui ont besoin de nourriture. Parce qu'il faut bien comprendre que quand nous chutons et nous nourrissons de certaines choses, c'est qu'il y a des espaces en nous qui ne sont pas forcément nourris. Je prends cet exemple. Vous savez, quand on parle de pervers narcissiques, de perversion narcissique, on parle de personnes dans certaines structures de caractère qui peuvent être la structure psychopathe, psychopathe séducteur, psychopathe manipulateur, et qui vont prendre en fait cette perversion, en tout cas narcissique. Il faut bien comprendre que c'est pas une structure de caractère qui vient comme ça, en fait, qui vient en avant, pas du tout. C'est quelque chose qui a une cause, on n'est pas tous nés, en tout cas avec les mêmes dossiers. Et prenons l'exemple de quelqu'un qui vit des choses qui sont difficiles pour lui, très difficiles. Dans sa jeunesse, il est extrêmement humilié. Ou alors, il rentre dans un processus dans lequel les parents sont extrêmement séducteurs, l'amènent à un chantage permanent. Et petit à petit, l'enfant finit par réaliser en fait que
c'est comme ça en fait qu'il va manipuler ses parents. C'est comme ça que lui-même se fait manipuler et il va commencer à vivre des choses. Il peut y avoir des traumatismes qui se font dans lesquels cette humiliation ou on peut imaginer même c'est des viols ou des choses comme ça ou des attouchements ou des secrets qui sont posés en tout cas naturellement dès très jeune en tout cas dans la conscience qui amènent des dissociations, amènent l'enfant à littéralement se couper en tout cas de son émotionnel. Ce qui veut dire que ces parties souffrantes qui n'ont pas de réponse, qui sont des incompréhensions pures, complètement confusant les corps, amène le corps émotionnel, qui lui est autonome, à couper naturellement avec ces espaces-là, de peur que ces espaces deviennent une gangrène qui contagie en tout cas les autres corps, dont le corps mental, et qui pourrait amener une déstructuration totale de la personne. Donc la personne va se couper émotionnellement. Mais en se coupant émotionnellement, en fait l'énergie circule moins bien. La personne va mettre beaucoup plus d'énergie dans son corps mental. C'est pour ça que généralement, toutes les personnes qui sont de structures de perversion, en tout cas narcissique, très mentale, on pourrait dire ça comme ça, ont un mental qui est extrêmement performant. Des personnes généralement assez intelligentes et qui, de ce fait, n'ont aucun accès à l'aspect et à la partie émotive de leur corps. C'est pas qu'elles ne peuvent pas, et c'est pas surtout qu'elles ne veulent pas. C'est simplement qu'elles ne peuvent pas. Parce que il y a des gardiens, il y a des espaces qui ne leur permettent pas d'y aller. Mais le problème, c'est que ces espaces-là, ils doivent être nourris. C'est important en tout cas de nourrir en tout cas ces espaces-là, parce que c'est leur vitalité. Il y a quelque chose qui leur demande, comme s'il y avait un esclave, vous savez, derrière un enfant intérieur qui est dans les barreaux et qui demande à manger et qui crie toute la journée. Et cet enfant qui a été blessé, cette incompréhension vivante en tout cas de cet enfant intérieur, on va dire ça comme ça, de cette part en tout cas blessée qui demande, elle demande de la nourriture, mais elle demande la qualité de nourriture qu'il a créée. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'elle a besoin, certes, on pourrait dire, c'est de l'amour, c'est de la reconnaissance, mais ces gens-là, ils n'ont même pas la capacité d'y descendre. Ils n'ont pas aujourd'hui la dimension même émotive ou l'intelligence émotionnelle qui permet d'y descendre. Donc leur seule possibilité à eux, c'est d'aller la chercher à l'extérieur. Donc ils vont aller chercher des proies, des personnes qui, eux, ont cette capacité émotive à y descendre. Et ils vont amener la personne à souffrir. Ils vont l'humilier, ils vont l'amener, ils vont l'attraper en tout cas, et faire de l'émotionnel de l'autre leur émotionnel. Et en humiliant ces personnes-là, ils vont donner une qualité de nourriture à des espaces qu'ils ne peuvent pas nourrir eux-mêmes. Donc, vous voyez, toute chose qui arrive dans la vie, toute blessure, tout trauma que l'on peut vivre jeune ont des conséquences. Mais ce qui va principalement permettre de changer les choses, c'est de réussir à trouver une manière de pouvoir le transformer, une manière de le conscientiser. Et parfois même, peut-être, des aides diverses, en tout cas, de d'autres personnes, de thérapeutes, pour nous aider et nous accompagner à y aller. Parce que cette souffrance, en fait, que l'on peut vivre chacun d'entre nous, parfois, elle n'est pas forcément accessible. Il arrive que nous n'y ayons pas accès, en fait, seuls. Parce que nous sommes et nous pouvons être totalement démunis, parce que dès que nous tentons de descendre, même en méditation, dans des pratiques dedans, en fait, on n'y arrive pas. En fait, on est littéralement bloqué, on a l'impression que d'un seul coup, ça va bien. Hein? Vous savez, ça c'est quelque chose d'intéressant quand, à une époque, j'harmonisais de nombreuses maisons sur place. Bon, je fais encore des harmonisations de maisons, mais à distance, mais j'ai vraiment fait des centaines et des centaines de maisons dans lesquelles je venais harmoniser chez les gens, en fait, directement à domicile. Les maisons. Et vous savez, quand on harmonise une maison et on fait comme ça le feng shui, tout le support, parce que la maison est à l'image, en tout cas, des habitants, on rentre dans une thérapie profonde, en fait, de couple ou personnelle. Hein, on rentre dans une thérapie dans laquelle le support est la maison. Hein, parce qu'un feng shui, c'est vivant. Hein. C'est pas du tout ce qu'on trouve dans les livres, c'est quelque chose de bien plus vivant que ce qu'on imagine. Et dans ces processus, il est extrêmement important, en tout cas, d'être très attentif à son corps, attentif à ses sensations. Et vous savez, et j'ai accompagné des gens qui ont fait énormément de maturité, des gens qui étaient psychothérapeutes, thérapeutes, des gens parfois même renommés, ou des enseignants même, formateurs, hein, comme moi en tout cas, qui accompagnent aussi des centaines de personnes par an, et qui savent en tout cas, et qui savent s'écouter. Et quand je leur posais la question, dès qu'on touchait en fait un dossier qui était profond, en fait, qui est lié vraiment à cette humanité un petit peu enfouie, hein, sur lequel nous nous sommes construits, et en fait d'un seul coup c'était « Ah non, je vois pas, je sens pas ». Et je disais « Redescendez dans le corps, sens ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça ?» Ah non, mais ça va. Non. Et on sent que ça part. Mais vous voyez, ce n'est pas une question de compétence en fait. C'est que notre corps sait se protéger.
Notre corps est fait pour ça. Il a des millions d'années, en tout cas, de développement, et il sait faire en sorte de pouvoir protéger des espaces pour que le reste ne s'effondre pas. Et je vous dis ça pour vous dire que c'est pas parce que vous avez vous-même, parfois peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent, cheminé pendant extrêmement longtemps, en tout cas sur votre chemin, ce n'est pas parce que vous êtes vous-même accompagnant thérapeutiquement de d'autres personnes, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, que vous ayez énormément de techniques, que vous êtes à même de pouvoir régler tout seul ou facilement vos propres problématiques. Moi-même, parfois, je me fais accompagner. Quand j'arrive à un moment qui est difficile, parce que plus on monte en vibration, plus on descend bas, en profondeur, et bien il arrive un moment où parfois, une nouvelle strate de quelque chose que l'on pense avoir réglé est amenée sous une autre forme, parfois transgénérationnelle ou collective, qui nous amène à être capable de descendre plus profondément et encore plus profondément pour pouvoir grandir. Et il arrive que ce profondément nous amène dans des paliers dans lesquels tout seul on est un peu démuni, on ne sait pas comment faire, il y a des gardiens qui sont là, il y a des choses dans lesquelles on n'arrive pas à y descendre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas normal, parfois, de rester dans une souffrance récurrente de problèmes qui se présentent à chaque fois. Et que si jamais c'est quelque chose que vous vivez, si jamais vous sentez qu'en fait vous reproduisez trop souvent les mêmes choses, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un, par une personne de confiance, une personne à laquelle vous pouvez vous livrer, une personne avec qui, dans l'affinité affective, émotionnelle, amoureuse, vous vous sentez en confiance. Là, on ne parle même pas spécifiquement de compétences. On pourrait dire qu'il faut une personne hyper compétente parce que je suis exigeant. Non, trouvez une personne, effectivement, qui a les qualités, en tout cas, et la manière de pouvoir vous aider, en tout cas, qui vous parle, mais trouvez une personne avec qui vous vous sentez bien. Parce qu'il est toujours important dans ces situations-là d'exprimer les choses, d'être capable de s'exprimer. Et on ne peut pas véritablement bien exprimer les choses à une personne avec laquelle on n'est pas en confiance. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que j'ai toujours amené les gens à trouver des personnes avec qui, en leur disant « Regardez bien les personnes. Est-ce que véritablement vous sentez l'envie de vous livrer? Est-ce que vous sentez que cette personne elle est ouverte pour être capable de dire les choses? Et est-ce que cette personne-là, et là on rentre dans quelque chose d'autre, dans son écoute et sa réceptivité, elle est vraiment réceptive et qu'elle véritablement elle vous accompagne et non elle tente de prendre un certain pouvoir pour vous dire ce qu'elle en pense que vous devriez faire et ainsi de suite. Bon là on rentre dans un autre processus, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos sur pour moi ce qui m'apparaît être le meilleur processus thérapeutique dans lequel un accompagnant est là pour vous accompagner et non lui prendre les devants pour tenter de vous faire dire ou vous partager ce que lui a vu et prendre le pouvoir en tout cas sur certaines choses que nous pouvons vivre. Et par rapport à ça, je vais revenir sur autre chose, par rapport à ce processus. C'est que je vois trop de gens aujourd'hui, parce que c'est peut-être la société de consommation qui fait ça, cette culture, en tout cas du moindre effort aussi, peut-être, qui génère ce type de comportement, tenter de dire « Ah mais je travaille sur moi, ça fait des années, etc. » Et quand je leur demande, en fait, c'est quoi le travail ? Qu'est-ce que vous entendez par faire du travail sur vous? Et les personnes me disent « Ah, mais je connais quelqu'un qui fait du médiumisme, qui me raconte des choses, je fais des tirages de tarot dans lesquels on me conseille, et ainsi de suite. J'ai une thérapeute qui se branche sur moi en visio et qui me dit toutes mes vies d'avant, et je l'écoute, et ainsi de suite. » Ça, c'est pas du travail sur soi. C'est important en fait de réaliser, ce ne sont pas des soins, c'est comme un soin énergétique, on se met sur la table et puis il y a une personne qui fait je sais pas quoi, des activations, des trucs et pose ses mains. C'est pas du travail sur soi. Ça, ce sont des soins énergétiques, des conseils ésotérico-éclairés peut-être, des directions, une sorte de peut-être de coaching spirituel. On s'entend, on peut donner tous les mots qu'on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un travail sur soi, ça demande d'avoir le courage de se regarder, de descendre en soi, d'avoir le courage de descendre en tout cas dans ces parties émotionnelles, en tout cas blessées. Et là, ça demande à l'accompagnant de nous amener à le faire. Et là, on va être dans des techniques de, je sais pas moi, de sophrologie régressive, émotionnelle, des choses dans lesquelles on va être directement impliqué en tout cas dans le processus, comme les techniques d'IFS ou je sais pas, des techniques dans lesquelles la personne va nous amener à nous dire les mots, à nous connecter en tout cas l'espace qui est blessé. Et à nous d'être capables d'y mettre l'amour et cet espace amoureux de guérison pour libérer ces charges qui sont restées parfois trop longtemps, en tout cas, on va dire, sclérosées, en tout cas dans les fascias et les tissus, en tout cas, de notre corps émotionnel. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Vous dire que la souffrance ne doit pas être la norme d'un développement intérieur, équilibré, spirituel.
C'est pour ça que c'est important parfois de se poser et de faire le bilan, en tout cas, de tout ce qu'on a vécu dans l'année, par exemple. On arrive en fin d'année bientôt, et de faire le bilan et de se dire, mais en fait, véritablement, cette année apporte quoi, en tout cas pour moi, comme énergie? Qu'est-ce que j'ai eu comme chose à rencontrer, à faire et à vivre? Et où est-ce que la vie m'a montré là où j'en étais? Qu'est-ce que la vie m'a montré de ce que je devais faire grandir en moi, de ce que je devais réparer et guérir? C'est des questions importantes de temps en temps de juste se poser et de regarder et de faire le bilan et de se dire tiens, c'est intéressant. L'année dernière, j'ai vécu la même chose de cette manière-là. Je me prends à chaque fois ça dans ce coin-là, à chaque fois. Et c'est même pas un autre coin, c'est toujours du côté droit que je me prends le coup. Vous voyez, là, peut-être il faut se poser en fait et sentir les choses. Alors, il y a des choses qu'on pourra faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses en se posant, en prenant le temps, en méditation, de prendre le temps de se poser et d'essayer de sentir en soi quelles sont les problématiques, d'essayer de questionner même notre conscience en disant quelle est la cause de ça, émotionnelle, fais-moi sentir quelle est la cause. Notre conscience est capable de répondre. Quelle est la cause de cette problématique? Et on peut sentir des pleurs qui viennent et y descendre en confiance. Alors, certes, ça demande une certaine perméabilité des corps. Ça demande d'être, peut-être d'avoir préparé en tout cas une certaine confiance, une détente vis-à-vis de soi-même et d'avoir déjà eu l'habitude de se déposer avec soi-même et d'être capable de vivre ça aussi, en tout cas tout seul. C'est généralement un petit peu la conséquence d'un lien ou d'une reliance que l'on a avec soi. Sachez d'ailleurs que pour toutes les personnes, en tout cas qui sont intéressées pour vivre ces processus et qui peuvent avoir des difficultés par rapport à ça, que j'organise aussi des formations en présentiel dans lesquelles il y a vraiment un accélérateur en fait, dans le fait que quand on est en groupe, on grandit vite, il y a des énergies qui sont là. Le groupe, il n'est jamais attiré par hasard. Chaque année, j'ai des groupes et il y a des véritables thèmes, des thèmes sur le corps, des thèmes sur la sexualité, des thèmes sur l'incarnation, des thèmes sur l'aspiration, des thèmes sur le divin, des thèmes sur la relation à la mère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous n'atterrissez pas dans un groupe par hasard. Et si vous voulez aussi vous préparer, et préparer en tout cas, on va dire, à un autre niveau, tout seul chez vous, parce que vous n'avez pas le temps, et peut-être non plus pas les finances, vous pouvez aussi regarder un petit peu les formations en ligne que j'ai sur mon site. De toute façon, il y a tous les liens qui sont en dessous pour ça. Mais, parenthèse faite, je vous invite à prendre le temps de vous regarder et de vous regarder sincèrement. C'est là où on va rentrer dans quelque chose qui va différencier le consumériste un petit peu spirituel, curieux et contemplatif de tout ce qu'il peut vivre ou lequel il enchaîne certaines formations sans jamais en tirer, en attendant d'être prêt, de faire mûrir au moins un engagement vis-à-vis de lui-même, à celui qui est sur un véritable chemin de conscience et qui a réussi à prendre parti, on va dire, de toute sa dimension pour véritablement grandir. Parce que on n'a pas besoin, en tout cas, spécifiquement, de plein de personnes et de plein de choses pour grandir. Quand on a compris que les choses sont simples, que l'on parle d'une reliance vis-à-vis de soi-même, d'un courage et d'un engagement vis-à-vis de soi-même, on réalise qu'en fait, chaque chose dans la vie peut nous faire grandir. Une relation, notre voisin, on va dire, je dis le voisin parce que généralement, les rapports entre voisins peuvent nous faire grandir. En tout cas, je parle pour moi, ils me font à chaque fois grandir. C'est pour ça que la vie a toujours une proposition de me donner les voisins les plus adaptés pour moi, pour être sûr que je continue à travailler, même quand je suis chez moi. Et de chacun, en fait, réussir à comprendre que le divin, ce maître, en fait, que nous cherchons chacun d'entre nous, il est dans notre cœur. Et que personne d'autre que nous est à la voix, le conseil ou la vision la plus juste de ce que et de là où nous devons aller pour pouvoir nous réaliser. Même s'il y a de nombreux conseils de gens éclairés qui peuvent nous éclairer sur certaines pratiques, certes. Mais là, je vous parle de quelque chose de bien plus profond. Parce que je suis habitué, effectivement, depuis plus de 15 ans, forcément que je forme aujourd'hui des personnes et que j'accompagne des personnes, de voir à quel point, en fait, beaucoup de personnes veulent me donner leur pouvoir. Et tout mon travail est de faire en sorte qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas à le donner à qui que ce soit pour pouvoir grandir. Et c'est aussi pour ça en fait que dans toutes les capsules, en tout cas, aujourd'hui vous avez plus de 500 vidéos en ligne, je tente de donner le plus de contenu possible que je peux et d'amener en tout cas à ce que tout ce que l'on voit, tout ce qui est pour moi l'évidence en tout cas d'un chemin de conscience, soit le plus accessible possible pour chacun d'entre vous. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas, aura pu vous aider, vous éclairer
Et comme je vous dis, n'hésitez pas à donner, à laisser des commentaires et puis partagez-la en tout cas à d'autres personnes sur les réseaux si ça parle aussi à d'autres personnes sur ces sujets émotionnels, de perversion, de souffrance et de tout ce que l'on peut vivre en tout cas qui est difficile et qui nous contraint à perdre notre joie au quotidien. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, peut-être lors d'une rencontre ou devant votre écran, lors de la prochaine vidéo dans quelques jours. À très bientôt.